Avant toute chose, il est important de le dire clairement. Oui, il y a eu des efforts. Oui, il y a eu du courage. Oui, il y a eu du travail. Et non, il ne s'agit pas ici de cracher sur les joueurs, ni de nier les sacrifices qu'ils ont consentis. Les grenadiers ont honoré le drapeau, ils ont porté la nation dans un contexte extrêmement difficile, ils ont joué avec le cœur, parfois avec les tripes, souvent sans les conditions idéales. En tant qu'analyste, en tant qu'amoureux du football haïtien, je reconnais ces efforts et je les respecte profondément. Mais reconnaître les efforts ne signifie pas fermer les yeux sur la réalité. Aimer son pays, ce n'est pas seulement applaudir, c'est aussi savoir dire la vérité quand elle dérange. La vérité, aujourd'hui, c'est que malgré la bonne volonté, malgré l'engagement, malgré les progrès visibles sur certains aspects, Haïti ne dispose pas encore des conditions nécessaires pour prétendre aller au bout d'une Coupe du Monde. Et dire cela n'est ni une trahison, ni un manque de patriotisme. C'est une analyse froide, factuelle, indispensable si l'on veut réellement avancer. Et je vais vous donner les vérités. Mais juste avant, je vous demande de liker la vidéo maintenant, faites-le et vous abonnez. Merci de l'avoir fait. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première vérité que les dirigeants doivent entendre, c'est que le courage des joueurs ne compense pas les manques structurels. À haut niveau, l'effort individuel ne suffit plus. Le football mondial est devenu un écosystème complexe où chaque détail compte. Préparation physique, récupération, data, analyse vidéo, encadrement médical, stabilité logistique. Sur beaucoup de ces points, Haïti fonctionne encore en mode survie. On s'adapte, on improvise, on fait avec ce qu'on a. Or, une Coupe du Monde ne se gagne pas avec de l'improvisation. La deuxième vérité, c'est que la progression actuelle, bien que réelle, reste insuffisante face aux standards mondiaux. Oui, l'équipe joue mieux qu'il y a 10 ou 15 ans. Oui, le niveau moyen s'est élevé. Oui, certains joueurs évoluent désormais dans des championnats plus compétitifs. Mais le football ne se juge pas en valeur absolue, il se juge par comparaison. Et quand on compare Haïti aux nations capables de gagner une Coupe du Monde, l'écart reste immense, non pas sur le talent brut, mais sur l'organisation globale. La troisième vérité concerne la formation. Les dirigeants doivent accepter que les résultats actuels sont davantage le fruit d'efforts individuels et de parcours personnels que d'un véritable système national. Beaucoup de joueurs haïtiens se sont construits seuls ou à l'étranger, parfois sans aucun soutien réel de la structure locale. Cela montre une chose. Le potentiel existe, mais le système ne le développe pas suffisamment. Tant que la formation de base, dès le plus jeune âge, ne sera pas repensée en profondeur, Haïti restera dépendante de circonstances favorables plutôt que d'un modèle solide. La quatrième vérité, plus délicate, touche à la gouvernance. Le football moderne exige une vision claire, une continuité, une transparence, une capacité à planifier sur le long terme. Or, trop souvent, les décisions sont prises dans l'urgence, sous pression ou en réaction aux critiques. Les projets changent, les priorités aussi, et cela empêche toute construction durable. Les dirigeants doivent comprendre qu'on ne bâtit pas une nation compétitive avec des solutions temporaires. La cinquième vérité, c'est que l'environnement autour de la sélection reste fragile. Voyages compliqués, infrastructures limitées, préparation parfois écourtée, manque de matchs amicaux de très haut niveau. Ce ne sont pas des excuses, ce sont des faits. À la Coupe du Monde, chaque adversaire arrive avec une préparation optimale, des semaines de stage, des matchs tests contre des équipes du top niveau. Haïti, dans ces conditions, part avec un handicap structurel dès le départ. La sixième vérité concerne le discours lui-même. Il est positif d'encourager, de motiver, de fédérer. Mais un discours trop déconnecté de la réalité peut devenir dangereux. Faire croire au public que tout est prêt, que tout est réuni, que la victoire finale est à portée de main, crée des attentes irréalistes. Et quand la réalité rattrape le rêve, la déception est brutale. Un leadership responsable prépare le peuple à la vérité, pas seulement à l'enthousiasme. La septième vérité, c'est que les joueurs eux-mêmes ont besoin d'un cadre plus exigeant. Les protéger, ce n'est pas les infantiliser. Les aimer, ce n'est pas leur mentir. Une grande sélection est exigeante envers elle-même. Elle accepte la critique constructive. Elle analyse ses limites sans se victimiser. Tant que l'on confondra critique et attaque, il sera difficile de progresser collectivement. En disant tout cela, je ne dis pas que Haïti est condamné. Je dis que Haïti est en transition. Je dis que les efforts actuels sont une base, pas un aboutissement. Je dis surtout que les dirigeants doivent entendre ce message. Le courage des joueurs mérite mieux qu'un système fragile. Si l'objectif réel est un jour de gagner, ou au moins de réellement rivaliser pour gagner une Coupe du Monde, alors il faut créer les conditions, pas seulement célébrer les intentions. La vérité n'est pas un obstacle à l'espoir. La vérité est le point de départ de toute grande réussite. Si l'on veut comprendre pourquoi Haïti ne peut pas aujourd'hui prétendre gagner une Coupe du Monde, il faut entrer dans le détail, pas dans les slogans, pas dans les émotions, pas dans les exploits isolés, mais dans les éléments concrets qui font la différence au plus haut niveau. Et quand on descend dans cette réalité, point par point, le constat devient clair. Les conditions fondamentales ne sont pas encore réunies. La première grande faiblesse structurelle concerne la préparation physique et la gestion de la performance sur le long terme.
Dans le football moderne, une sélection compétitive est capable de maintenir une intensité élevée sur 7 matchs en un mois face à des adversaires de très haut niveau. Cela nécessite une planification scientifique, une connaissance fine des charges de travail, une coordination parfaite entre clubs et sélections et un staff spécialisé dans la récupération. Or, Haïti fonctionne encore trop souvent dans une logique de rassemblement court, avec des joueurs qui arrivent fatigués, parfois blessés, parfois sans continuité physique. Ce n'est pas la faute des joueurs, c'est un problème de structure. Une Coupe du Monde ne se joue pas seulement avec de la volonté, elle se gagne avec des corps préparés pour l'extrême exigence. La deuxième faiblesse concerne la profondeur de l'effectif. Beaucoup parlent du 11 titulaire, mais très peu parlent du banc. Or, dans une Coupe du Monde, ce sont souvent les remplaçants qui font la différence. Les équipes qui vont loin ont 2 joueurs de niveau équivalents à chaque poste. Haïti, aujourd'hui, dispose de quelques individualités intéressantes, mais manque cruellement de profondeur. Dès qu'un titulaire est absent, blessé ou suspendu, le niveau chute de manière significative. Cela limite énormément les options tactiques et empêche toute gestion intelligente des matchs. La troisième faiblesse majeure est tactique. Haïti a progressé, oui, mais reste prévisible face aux grandes nations. Le jeu repose encore trop souvent sur l'intensité, le courage et l'engagement, plutôt que sur la maîtrise. Or, au très haut niveau, l'intensité sans contrôle mène à l'épuisement. Les grandes équipes savent quand accélérer, quand temporiser, quand faire circuler. Haïti court beaucoup, se bat beaucoup, mais contrôle encore trop peu. Cette incapacité à dicter le tempo face à des adversaires forts est un frein majeur dans une compétition longue. La quatrième faiblesse concerne la culture du très haut niveau. Beaucoup de joueurs haïtiens évoluent dans des championnats corrects, parfois compétitifs, mais peu évoluent régulièrement dans des contextes de pression extrême, où chaque match est une question de survie sportive. Gagner une Coupe du Monde demande une habitude de l'excellence, une familiarité avec les grands rendez-vous. Or, cette culture ne s'improvise pas. Elle se construit sur des années, au contact de l'élite mondiale. Aujourd'hui, trop peu de joueurs haïtiens vivent ce niveau de pression au quotidien. La cinquième faiblesse est mentale, mais pas dans le sens que certains imaginent. Les joueurs sont courageux, résilients, combatifs. Le problème n'est pas le manque de mental, mais l'absence d'un cadre mental collectif structuré. Les grandes sélections travaillent avec des préparateurs mentaux, des psychologues du sport, des analystes comportementaux. Elles préparent les joueurs à gérer la pression médiatique, l'attente populaire, les erreurs, les moments de doute. Haïti, elle, compte encore trop sur la force du caractère individuel. Or, à ce niveau, le mental doit être organisé, encadré, travaillé scientifiquement. La sixième faiblesse touche à l'infrastructure globale du football haïtien. Un pays qui aspire à gagner une Coupe du Monde doit disposer de centres d'entraînement modernes, de terrains aux normes internationales, de structures capables d'accueillir les sélections dans des conditions optimales. Aujourd'hui, beaucoup de ces éléments font défaut ou sont insuffisants. Les joueurs de la diaspora arrivent souvent dans un environnement bien en dessous de ce qu'ils connaissent en club. Cela crée un décalage, parfois inconscient mais réel, dans la qualité de préparation. La septième faiblesse concerne la continuité du projet sportif. Une sélection championne du monde s'inscrit dans un projet de 10 à 15 ans. Les mêmes principes, la même identité de jeu, une vision claire transmise à toutes les catégories. En Haïti, chaque cycle ressemble encore trop souvent à un nouveau départ. Les idées changent, les priorités évoluent, les méthodes se transforment. Sans stabilité, il est impossible de bâtir une culture gagnante durable. La huitième faiblesse est liée au manque de confrontation régulière avec l'élite mondiale. Les grandes nations affrontent constamment d'autres grandes nations, en amicaux, en tournois, en compétition. Elles s'habituent à la vitesse, à la précision, à l'intensité maximale. Haïti, elle, affronte rarement ce type d'adversaire dans des conditions réelles de compétition. Résultat, le choc est brutal quand il arrive. Et une Coupe du Monde n'est pas un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de confirmation. La neuvième faiblesse est institutionnelle. Le football moderne repose sur une fédération forte, structurée, respectée, capable de protéger ses joueurs et d'imposer une vision. Les crises internes, les tensions, les problèmes de gouvernance affaiblissent l'ensemble de l'écosystème. Tant que ces problèmes ne seront pas résolus en profondeur, le projet sportif restera fragile, peu importe le talent disponible. La dixième faiblesse, enfin, concerne la gestion des attentes populaires. Le peuple haïtien a besoin de rêves, c'est vrai, mais il a surtout besoin de vérité. Transformer chaque qualification, chaque victoire, en promesse de sacre mondial est une erreur stratégique. Cela met une pression démesurée sur les joueurs et empêche une analyse lucide. Les grandes nations savent fixer des objectifs progressifs. Haïti doit apprendre à faire de même. Cette partie 2 n'est pas une condamnation, c'est un diagnostic nécessaire. Les dirigeants doivent te comprendre une chose essentielle. Le talent sans structure mène à des éclairs, pas à des titres. Les efforts sans condition produisent comme de l'émotion, pas des trophées. Si Haïti veut un jour rêver sérieusement de gagner, elle doit d'abord accepter cette réalité, aussi dure soit-elle. Si la partie 2 détaillait les limites actuelles, il est maintenant nécessaire de passer à l'action, d'expliquer clairement ce que les dirigeants et le système doivent changer pour que Haïti cesse d'espérer sur des illusions et commence à bâtir une véritable compétitivité internationale.
Premièrement, la priorité absolue concerne la planification structurelle à long terme. On ne construit pas une sélection compétitive du jour au lendemain. Les dirigeants doivent établir un projet décennal clair qui définisse l'identité de jeu, les profils de joueurs recherchés, le développement des catégories de jeunes et la continuité dans les méthodes d'entraînement. Chaque décision doit s'inscrire dans ce cadre et non dans le court terme ou les intérêts personnels. Trop souvent, les choix sont dictés par la médiatisation ou la pression immédiate, au lieu de viser un objectif réaliste et progressif. Il faut un plan qui parte des U15 jusqu'à l'équipe nationale, avec des objectifs clairs à chaque étape. Deuxièmement, il est indispensable de professionnaliser totalement l'encadrement des joueurs. Cela va au-delà des entraîneurs. Il s'agit de staff médical, préparateur physique, analyste vidéo, nutritionniste, psychologue du sport, coordinateur logistique. Les équipes qui réussissent sur la scène mondiale disposent d'un encadrement complet, capable d'anticiper chaque situation, chaque blessure, chaque fatigue. Haïti doit cesser de compter sur le courage individuel ou le bricolage pour pallier ses manques. Il faut des experts formés, rémunérés et engagés sur le long terme. Troisièmement, la gestion des joueurs de la diaspora doit devenir stratégique et professionnelle. On ne peut plus se contenter d'appeler des joueurs talentueux au dernier moment ou de compter sur leur bonne volonté. La fédération doit suivre chaque joueur depuis ses catégories de jeunes, anticiper ses besoins administratifs, négocier son intégration, préparer son acclimatation. Chaque joueur binationaux doit se sentir valorisé, soutenu et compris, et non perdu dans un système improvisé. La quatrième mesure concerne la continuité et la stabilité de l'effectif. Les équipes qui réussissent le font avec des cycles cohérents, où les mêmes joueurs se connaissent, se comprennent et construisent une complicité sur plusieurs années. Chez Haïti, les changements constants de sélectionneurs, les expérimentations sans vision et les convocations irrégulières empêchent toute construction solide. Il est urgent de créer un noyau dur de joueurs fidèles à un projet clair, capable de progresser ensemble sur plusieurs cycles internationaux. Cinquièmement, il est crucial d'améliorer drastiquement les infrastructures. Cela inclut les terrains d'entraînement, les centres de préparation, les conditions logistiques lors des rassemblements et l'accès aux installations modernes. Sans ces éléments, les joueurs sont obligés de s'adapter à des conditions inférieures à celles de leurs adversaires. Et dans le football mondial, un simple décalage dans les infrastructures peut se traduire par des performances amoindries de 20 à 30% sur le terrain. La sixième action indispensable concerne la confrontation régulière avec l'élite mondiale. La seule façon de préparer une équipe pour la Coupe du Monde est de l'exposer constamment à des équipes de très haut niveau. Il faut organiser des matchs amicaux contre des nations classées dans le top 50 FIFA, participer à des tournois internationaux, créer des échanges avec des clubs étrangers. Les joueurs doivent s'habituer au rythme, à l'intensité et à la précision des grands championnats. Sans cela, la qualification pour le mondial reste un exploit isolé, mais l'illusion d'une équipe compétitive persiste. Septièmement, la fédération doit mettre en place un suivi scientifique et rigoureux des performances individuelles et collectives. Chaque joueur doit être évalué non seulement sur ses performances sur le terrain, mais aussi sur son état physique, sa récupération, sa nutrition, sa charge mentale. Les données doivent être collectées, analysées et utilisées pour prendre des décisions objectives. On ne peut plus se fier à l'intuition ou aux impressions personnelles. Les grandes nations utilisent ces méthodes depuis des décennies. Pourquoi Haïti resterait-elle en arrière? Huitièmement, la communication et la gestion des attentes doivent devenir transparentes et réalistes. Trop souvent, la population est nourrie d'illusions, d'espoirs irréalistes, et la pression médiatique devient un fardeau pour les joueurs. Les dirigeants doivent apprendre à expliquer le processus, à montrer les progrès étape par étape, à célébrer les améliorations sans promettre l'impossible. Cela créera un environnement où les joueurs peuvent performer sereinement et où le public comprendra les limites réelles de l'équipe. Neuvièmement, la fédération doit sécuriser les ressources financières et logistiques. Sans budget stable, sans sponsor crédible, sans fonds alloués correctement, toutes les actions précédentes deviennent impossibles. Il ne s'agit pas de grandes promesses ou de campagnes médiatiques, mais de garanties concrètes pour le long terme. Et enfin, dixièmement, la culture du résultat doit être remplacée par une culture de progrès et d'apprentissage. Une Coupe du Monde ne se gagne pas sans expérience. Les dirigeants doivent accepter que la défaite face à une équipe plus forte n'est pas un échec, mais une étape d'apprentissage. Il faut créer un environnement où les erreurs servent à progresser et où chaque match international est analysé de manière scientifique pour préparer le suivant. En résumé, si Haïti veut un jour prétendre au sommet, il ne suffit pas de féliciter les joueurs pour leurs efforts, il ne suffit pas de célébrer la qualification historique. Il faut une vision claire, des structures solides, un encadrement complet, des infrastructures dignes du haut niveau, une planification à long terme, une gestion des joueurs binationaux, une exposition constante à l'élite, une préparation scientifique, une communication transparente et une culture de progrès. Tout le reste n'est que rêve. Tant que ces mesures ne seront pas mises en place, continuer à promettre le succès mondial ou même imaginer que Haïti peut gagner une Coupe du Monde relève plus de la fiction que de la réalité. L'analyse est sévère, mais nécessaire. Le courage des joueurs doit être salué, les efforts applaudis, mais la vérité doit être dite.
Pour que Haïti rêve un jour sérieusement, il faut d'abord accepter la dure réalité et transformer ses faiblesses en force.